bonjour à tous ceux qui regardent cette série d'émissions. Je vous retrouve de nouveau sur YouTube pour la suite de ces documentaires qui pour la première fois relatent à 100% la mort de Claude François et démystifient à 100% toute cette histoire. Cette émission est dédicacée à mon coco, c'est le fils de Claude François, qui donc sait depuis de nombreux mois que ces émissions devaient paraître sur YouTube et que j'allais faire divers démentis sur la mort de Claude François et aller en profondeur dans cette histoire. Donc Claude François Junior, lui, a été, si vous voulez, prévenu longtemps à l'avance. Comme ça, je vous fais des révélations et connaît à peu près, je dirais pas en totalité, mais les contenus. Je dirais pas qu'il en a pris connaissance totalement, mais il les connaît. Cette émission est dédicacée aussi à Jean-Marc, le deuxième fils de Claude François, dont j'ai eu un immense plaisir de retrouver auprès de Nanty Cloclo, donc Nati Cloclo pour certains, ou Nathalie pour Fabien Lecoeuf. D'ailleurs, Fabien Lecoeuf, je l'aime infiniment, et il est le gardien de la mémoire de Claude. Mais cette émission est dédicacée à son habilleuse Sylvie Mathurin. On entre peut-être dans cette émission, parce que là c'est vraiment l'entrée, dans un certain mystère de la mort de Claude, le 11 mars 1978, pour que certaines personnes comprennent. Son habilleuse arrive au domicile de Claude. Elle constate il est allongé sur le sol, nous précisons. Elle place sa tête sur ses genoux, pleure évidemment, puisque elle l'aimait infiniment. Et évidemment, qui ne pleurerait pas en pareille circonstance que de voir son patron, son ami, peut-être que les sentiments étaient plus forts que l'amitié, un homme qui serait mort mystérieusement. La mort de Claude François est une mort mystérieuse en tout sens du terme. Elle est mystérieuse en tout point, puisque, en effet, la mère de Claude François, dans le film documentaire Samy Pavel, explique qu'elle a toujours pensé que la mort de Claude était une mise en scène de sa part, et surtout un canular. Selon sa mère, Claude avait monté un canular. On ne devait pas s'inquiéter, dans quelques mois, il réapparaîtrait, comme il faisait souvent des canulars, expliquant qu'il n'était pas mort. Et puis elle a expliqué qu'après de nombreux mois, voyant qu'il ne revenait pas, elle a donc conclu qu'il était réellement mort. Mais ce qui nous intéresse dans cette émission, c'est Sylvie Mathurin. Quand Sylvie arrive le 11 mars 1978, quelque chose ne va pas à l'appartement de Claude, quelque chose qui alerte son regard. Oui, Claude est allongé, il aurait des doigts calcinés. Cette calcination, bien sûr, on le sait, s'est fait selon le témoignage de Kathleen très très vite. Elle parle d'une électrocution qui ne dépasse pas 5 secondes, mais par des reconstitutions, on a vu sur ma chaîne que personne sur Terre n'a des doigts carbonisés en 5 secondes, ça n'existe pas. Et non, le corps quand même résiste beaucoup plus. Pour que les doigts soient carbonisés, calcinés, il aurait eu besoin, Claude, de toucher une ligne à haute tension de 200 000 volts, ou alors d'avoir une électrocution très très longue de plusieurs minutes. Non, déjà l'électrocution de 5 secondes des doigts carbonisés, ça passerait pas dans un tribunal, et des experts quand même pourraient prouver qu'une ampoule de 45 watts, ne rigolez pas, mais c'est vrai, alimentée par du 15 ampères, ça risque pas de tuer Claude François. La police jouera sur l'ampérage, essayant de faire croire que l'ampérage était plus élevé, mais l'électricien va annuler cette version-là, expliquant que c'était qu'une ampoule de 45 watts. Et que inutile de placer un ampérage fort pour une ampoule en résolution si basse, c'est-à-dire de lumière on parle. Mais ce qui nous intéresse, c'est Sylvie Mathurin et de ce qu'elle a vu ce jour-là. Tout d'abord, cette émission est dédiée à Sylvie et je m'adresse à toi. On peut se tutoyer, je crois, que ça ne te choquera pas trop. Sylvie, je voulais te dire que cette émission, je devais la faire pour toi parce qu'on va démystifier dans la mort de Claude François ses cheveux mouillés, parce que tu sais pas pourquoi il avait des cheveux mouillés, mais évidemment, moi je sais pourquoi.
et la police savait pourquoi. Ah, regardez bien, quelque chose qui est là. Non, pardon, hop. Voilà, d'ailleurs, aussi un peu là. Voilà, ça doit être parfait. Pour moi, tout doit être parfait. Même un petit cheveu qui dépasse, ça m'énerve. C'est ce qui arrivait à Claude François. On explique qu'il s'est énervé sur une applique qui bouge 1000 fois toute seule. C'est la version moderne de Kathleen. Elle avait bougé un bon millier de fois toute seule, cette applique, donc il a eu beaucoup de chance. 999 fois, il n'est pas mort. Et surtout, ne rigolez pas. C'était un chanceux, hein. Il aurait pu mourir bien avant. Mais arrêtons la plaisanterie parce que tout le monde sait que cette histoire d'applique, c'est bidon. Et Claude François n'est pas mort comme ça, tout est bidon de ce qu'on nous raconte. Concentrons-nous sur la version de Sylvie Mathurin. Quand la billeuse de Claude François arrive au domicile, c'était le 11 mars 1978 en après-midi, inquiète, Claude devait venir, que se passe-t-il? Il est maintenant en retard depuis quand même un petit moment, là on parle de vrai retard, bien que la générale était à 16h, et que un certificat de décès à 14h45 ne prouve pas qu'il était réellement en retard. Surtout que la générale était à 16h et l'enregistrement de l'émission à 17h en réalité et pas avant. C'était le dernier délai. Mais quand elle arrive au domicile, elle trouve Claude François allongé sur le sol, donc sur son tapis, on le précise. Elle place sa tête sur ses genoux et pleure, commence à pleurer, elle est triste. Que s'est-il passé? Comment une personne qu'elle accompagnait il y a quelques heures à l'Aiselin, en Suisse, qui était souriant, heureux et en bonne santé, se retrouve des doigts carbonisés en 5 secondes et mort devant elle. Des cheveux trempés. Eh bien, figurez-vous que ce qui va inquiéter Sylvie, c'est pas ses doigts carbonisés, ce qui la gêne, c'est ses cheveux trempés. 2 heures avant, on peut le dire, Claude François téléphone à Sylvie Mathurin et explique qu'il arrive donc dans ce qu'on appelle dans les locaux de télévision et qu'elle prépare un shampoing à sec. Et oui, Claude François fait uniquement et exclusivement des shampoings à sec. D'ailleurs, c'est je dirais mon seul point commun avec Claude François en 2026. Je parle en 2026. Mon seul point commun avec Claude, c'est que moi aussi je fais que des shampoings à sec. Et mes cheveux ne tombent pas et sont impeccables, et quand vient la saison de l'automne, je perds pratiquement aucun cheveu, alors que vous, à la saison d'automne, vos cheveux sur ce qu'on appelle vos brosses ou vos peignes, c'est rempli de cheveux. Le secret, il y en a un, ne jamais, je dis bien ne jamais et sous aucun prétexte, se laver la tête. Uniquement du shampoing à sec, c'est mon seul point commun avec Claude en cette année 2026, puisque j'enregistre ce 28 avril 2026. Je ne me lave jamais la tête, mais jamais, jamais, jamais. Et ça depuis de nombreuses années. Parce que l'eau, en réalité, quoi qu'on dise, est responsable entièrement de la chute des cheveux pratiquement de tout le monde. Et Claude le savait, il avait reçu conseil d'un coiffeur professionnel. Surtout Claude, attention, hein, tu laves pas ta tête, déconne pas, hein, parce que tu vas être chauve à 50 ans, ne déconne pas. Et en fait, Claude avait engagé cette habilleuse, la très charismatique et belle Sylvie Mathurin, lui avait confié tous ses trousses de toilette et un shampoing à sec à base de poudre et aussi d'une sorte de, on va dire, de dissolvant, c'était pas du dissolvant mais une sorte de lotion qu'il appliquait en plus. Donc il y avait un petit liquide quand même appliqué qui permettait, si vous voulez, un nettoyage en profondeur. Mais ce liquide n'était pas de l'eau au sens de l'eau réelle. L'eau qui est toujours un problème sur vos cheveux puisque l'eau est responsable notamment ce qu'on appelle de l'absorption des microbes, puisque plus votre tête est propre, plus les microbes s'accrochent. Eh oui. Et puis on remarque que des gens qui ont des poux dans la tête, c'est des gens qui ont des têtes très propres en fait. Vos enfants qui ont des têtes impeccables, qui passent sous la douche tous les jours, eh bien ils ont des poux.
est dur eh oui, de les déloger de ces petites têtes de vos chérubins qui vont à l'école. Claude savait tout ça, donc il effectuait uniquement des shampoings à sec. Le 11 mars 1978, il prend son téléphone, il est dans son appartement, contacte Sylvie Mathurin et lui explique que bon, il vient au bureau, alors on va pas dire au bureau, aux locaux, ça sera beaucoup mieux, bien qu'il y a des bureaux là-bas, mais aux locaux de télévision. Il arrive, bon, il n'a pas d'heure précise en fait, il prend encore un peu son temps, et qu'elle prépare un shampoing à sec. Donc, très enthousiasmée, elle sait que Claude adore son shampoing à sec, il ne fait que ça. Oui, Claude, je vais préparer tout ça, on t'attend, il n'y a pas de souci, etc. Donc voilà à peu près ce qui s'est dit au téléphone. Claude dit d'ailleurs qu'il s'est attardé à la terrasse, explique-t-il, qu'il a passé un petit moment à la terrasse et confirme qu'il n'était pas dans l'appartement, mais sur une terrasse. Donc en compagnie, on doit préciser, de Marie-Thérèse, mais il ne précise pas vraiment le nom de Kathleen. Il était sur la terrasse. Nous savons que plusieurs témoins dans l'appartement de Côte-François n'ont pas voulu être entendus par la police. Geneviève Leroy préfère quitter l'appartement avant l'arrivée de la police. Une mystérieuse jeune fille de 15 ans, on sait qu'elle avait 15 ans, prend son sac à main et prend la fuite. Elle, on parle d'une véritable fuite devant la police. En effet, elle était témoin d'un autre accident. Oui, elle est le véritable premier témoin. Suivez les autres émissions. Elle téléphone à la sœur de Claude-François, explique que Claude a eu un malaise dans son bain et que sa tête s'est fracassée sur l'arrière de la baignoire. Et qu'il a une énorme bosse sur la tête, et surtout de ne pas venir à l'appartement. C'est pas grave, Claude n'est pas mort, il va s'en sortir, c'est 3 fois rien, mais il a été quand même bien assommé dans le choc. Cette fille, malheureusement, quand la mort de Claude-François est annoncée, elle panique un peu. Elle a 15 ans, ne désire pas se retrouver en garde à vue dans une salle à faire et que ses parents soient avertis qu'elle se trouvait dans l'appartement en compagnie de Claude. Elle prend son sac à main et se tire de l'histoire et abandonne sur place Marie-Thérèse. Geneviève Leroy, qui est la véritable attachée de presse de Claude, eh bien, elle aussi était dans l'appartement et décide de s'occulter. Oh non, non, non. Les affaires de Côte-François, elle est régulièrement convoquée aux brigades des mineurs où elle doit se justifier pour lui, ou directement au ministère. Bon, Geneviève en a assez de toutes ces convocations chez les flics, et elle aimerait pas passer quand même son week-end en garde à vue ou chez les flics, à donner sa version. Pourquoi, Geneviève Leroy, êtes-vous dans l'appartement de Côte-François? Que s'est-il passé? C'est ainsi que Marie-Thérèse se retrouve l'unique témoin de la mort de Côte-François, car ils se sont tous barrés de l'histoire. Ils se sont tous tirés. Et la pauvre, elle se retrouve seule témoin. D'ailleurs, Gérard qui était un peu chauffeur, qui était un petit peu ami de Côte-François, on va le dire, c'est vrai, plus un ami qu'un chauffeur, lui aussi se tire de l'histoire, en fait. Et c'est Nathalie, c'est-à-dire Nanti Clo-Clo, c'est comme ça que moi je l'appelle, certains l'appellent Nati Clo-Clo, qui va expliquer qu'elle trouve étrange que Gérard a jamais été cité par Marie-Thérèse. C'est vrai, Marie-Thérèse n'a jamais parlé de la présence d'un homme dans le domicile de Claude, le domicile, pardon, il n'y a pas d'homicide, un jeu de mots, le domicile. Vous voyez, on peut faire des jeux de mots intelligents. Et j'en avais préparé un pour cette émission. Oui, Nanti Clo-Clo, c'est-à-dire Nathalie pour Fabien Lecoeuvre, a expliqué dans sa très jolie chaîne où elle interviewe les Claudettes et les enfants de Claude François qu'elle trouve quand même étrange que Marie-Thérèse n'ait jamais parlé de Gérard, un homme dans le domicile de Claude. Ben, même la police aurait été très intéressée qu'il y avait un homme ce jour-là, parce que pourquoi les deux femmes ont-elles porté Claude François si un homme pouvait le faire à leur place, hein? C'est ce qu'on va dire, on va être méchante langue. Je répète, pourquoi les deux femmes ont-elles porté Claude François, l'ont allongé sur un tapis alors qu'on pouvait l'allonger sur un lit puisqu'il y avait un homme sur place? Soyons pas mauvaise langue, hein? N'allons pas trop loin en profondeur dans la mort de Claude, parce que à la force les juges, en regardant ces émissions, parce qu'il y a souvent des juristes, des juges, des avocats, ils vont se dire, ah bah Marc Hariman, dis donc, oh il en lâche des choses, hein. Vous allez me dire, là tu nous lâches encore quelque chose. Eh oui, je vous lâche quand même cette observation très, très structurée, très, très, très réfléchie.
Pourquoi les deux femmes ont-elles traîné le corps de Claude-François sur un tapis? Puisque Marie-Thérèse le dit, qu'avec Kathleen, elles ont traîné le corps. Pourquoi traîner un corps quand on a Gérard dans le domicile, un homme, hein, qui est tout de même, qui a du muscle, hein, et qui pourrait porter le corps de Claude-François et le poser sur son lit? Pourquoi donc le traîner sur un tapis? Quand on a un homme bien musclé, car Gérard était quand même fort et pouvait soulever à lui seul Claude-François. 60 kilos, il les soulevait, Gérard. Moi, je connais un petit peu le personnage. Donc, quel intérêt? Première observation, que Marie-Thérèse explique dans son témoignage qu'elle a traîné le corps de Claude-François avec Kathleen de la salle de bain jusque sur le tapis. Et selon elle, bon, ils n'ont pas eu visiblement la force de le poser sur son lit. Mais je dis à Marie-Thérèse, pourquoi traîner le corps de Claude-François? C'est mon observation. Le laisser sur un tapis, au frais comme ça, sans couverture, puisqu'on sait qu'il était tout nu, il est resté tout nu, et elle l'a laissé tout nu, puisque les pompiers l'ont dit, il était tout nu quand ils sont arrivés, il n'avait même pas une couverture pour le chauffer. Pourquoi, puisque Gérard était dans l'appartement, un homme, pourquoi deux femmes ont-elles traîné le corps de Claude-François quand elles avaient un homme qui pouvait les aider? Ah ben je dis que si un juge entend ce que je dis là, ça risque quand même qu'une enquête soit ouverte. Mais pour ouvrir une enquête, on a besoin d'une plainte. Et c'est pas moi qui vais porter plainte, parce que moi j'aime bien Marie-Thérèse, et que je veux pas son malheur, et puis tout ce qu'elle a fait. Puisque moi je sais ce qui s'est passé dans l'appartement. Tout ce qu'elle a fait par amour pour Claude, par amitié, par sincérité, par amour, par gentillesse. Tout son témoignage bidon qu'elle a fait, c'est par amour pour lui. Et on ne peut pas traîner en justice une personne comme ça, qui a cette innocence d'avoir voulu aider des gens. Marie-Thérèse, c'est finalement la personne qui aide les autres. Ah, on pourrait faire une reconstitution de la mort. Bon, Marie-Thérèse, je vous le dis avec l'accent canadien, on a des problèmes, hein. Claude est mort, on a besoin de quelques témoins. Si possible, que ce soit pas un homme, hein. Surtout Gérard, il aime pas trop la police. Il a un passé, Gérard. Enfin, je vous rassure, il n'a pas un passé de brigand, mais bon, on sait qu'il n'aimait pas trop la police, les contraventions, tout ça, et qu'il préférait quand même être écarté de l'affaire. C'est ce qui se passe dans l'appartement. Gérard s'en va, n'est pas cité dans la procédure. Une fille de 15 ans se tire aussi. Elle est carrément témoin de la mort de Claude-François. Et il a fait une simple chute dans une salle de bain en prenant, on le sait, des médicaments. Il a fait une overdose médicamenteuse et on sait que c'est ça, et que sa tête s'est fracassée à l'arrière, et que c'est simplement un accident cardiaque lié à de la drogue. Mais une drogue médicamenteuse, pas une vraie drogue. Et nous savons aussi que si ce témoin s'est barré, il y en a tant d'autres, comme Geneviève Leroy, et puis on apprendra sans doute dans 10 ans qu'il y avait encore d'autres témoins sur place, et pourquoi pas Marc Harriman en personne. Mais au-delà d'aller si loin que j'étais également sur place, et que j'ai vu la vraie mort de Claude-François, et que je pourrais même m'en porter partie civile, au-delà d'aller jusque-là, même de ce fantasme, puisqu'on pourrait croire que ce n'est qu'un fantasme, mais ça pourrait bien être une réalité quand même, au vu de tout ce que je vous dis. L'important est de comprendre que cette émission ne tourne pas autour du mystère de Marc Harriman et de ses connaissances sur Claude-François. Cette émission tourne plutôt autour du mystère des cheveux mouillés. Reprenons à la lettre l'émission. Sylvie Mathurin arrive, découvre Claude-François sur le sol, allongé sur un tapis. Oui, c'est dur pour elle, il est mort. Elle pose sa tête sur ses genoux. Et alors qu'il y a des doigts carbonisés, c'est pas ça qui attire vraiment son attention. Non, il y a quelque chose qui la choque un peu plus que des doigts carbonisés, c'est les cheveux trempés de Claude-François. Pourquoi a-t-il des cheveux trempés? Ça colle pas, il y a quelque chose dans le scénario qui colle pas. Tout d'abord, comprenons une chose, Claude-François, pour rien au monde, n'établirait sur ses cheveux un shampoing à sec. Je regarde le temps, 19 minutes. Pour rien au monde. Et puis surtout, c'est lui qui a dit au téléphone ce jour-là, prépare mon shampoing à sec, j'en fais un quand j'arrive. Et puis pourquoi perdre du temps à se laver la tête, alors qu'il est déjà en retard? Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'en effet, elle a raison de s'intéresser de près à ses cheveux mouillés.
Quand on va plus loin en profondeur dans le scénario, on découvre que Claude avait téléphoné tout de même. Non, non pas à son facteur, non, non, non. Il avait téléphoné à son coiffeur. Allô, c'est Claude François. Oui, je passe lundi, je voulais te le dire. Donc je voulais quand même te prévenir pour que tu puisses sur ton agenda me mettre 1 heure ou 2 un rendez-vous privé. Parce que son coiffeur, et oui, il y a beaucoup de rendez-vous et on doit le prévenir quand même à l'avance, au moins 2 jours à l'avance. Ou alors, il passe en pleine nuit, éventuellement, si Claude a besoin. Claude lui dit, puisqu'il ne faisait pas d'intervention pour ses cheveux la nuit, puisqu'il dormait, et des fois très mal, puisqu'il était insomniaque, Claude lui explique, bon, je passe lundi, j'ai un shampoing à sec à faire, peux-tu me mettre sur ton agenda 1 heure ou 2 de disponible pour voir mes cheveux de près, je veux que ça soit impeccable. Claude n'a pas de problème de shampoing à sec, il n'a pas de problème de cheveux sales. Non, parce que Sylvie Mathurin pourrait vous dire qu'en Suisse, il a fait un shampoing à sec et peu de temps avant d'arriver à Paris, et ça, il n'y a que moi et elle. Nous sommes que 2 personnes au monde à le savoir. On n'est que 2 personnes au monde à le savoir, puisqu'elle n'a jamais révélé que Claude avait fait des shampoings à sec en Suisse. C'est donc notre petit secret à tous les deux. Vous voyez que Marc Harriman connaît quand même vraiment bien Claude. Oui, c'est en Suisse où il explique à Sylvie Mathurin, allez, on fait un shampoing à sec, où il voulait être impeccable pour rentrer sur Paris, etc. Il va effectuer un shampoing à sec. Quand ce jour-là, le 11 mars, elle le découvre allongé et mort sur un tapis, ses doigts carbonisés, bah oui, elle trouve ça un peu bizarre, mais c'est pas ça qui attire son regard. Ce qui attire le regard de Sylvie, hop, un bonjour à tous, c'est elle est attirée dans le regard, il se passe quelque chose. Elle a vu quelque chose, non, pas sur les mains, je vous l'ai dit. Non, 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 c'est pas sur ses mains qu'elle a vu quelque chose. Elle a vu quelque chose sur ses cheveux. Il y a quelque chose qui va pas. Il a les cheveux trempés, Claude. Mais que se passe-t-il? Comment un homme qui pour rien au monde ferait un shampoing liquide sur ses cheveux et qui a passé 2 coups de téléphone pour pas en faire, se retrouve mystérieusement la tête entièrement trempée. Quand elle arrive, elle constate que les cheveux sont trempés. Oui, il n'y a pas si longtemps que quelqu'un a lavé sa tête. On peut savoir que quelqu'un a lavé sa tête, puisqu'entre le moment où elle quitte les studios de télévision où elle arrive, il ne pourrait pas avoir des cheveux trempés. L'accident avait eu lieu bien avant. Donc forcément, sa tête a été lavée à un moment donné, mais par qui? Est-ce Marie-Thérèse et Kathleen qui ont finalement lavé sa tête? Ça veut dire retransporter dans la baignoire Côte-François, peut-être avec l'aide d'un homme, et on n'accuse pas Gérard, parce que j'aime infiniment Gérard et je ne l'accuserai pas. Mais il est évident qu'un homme était sur place pour porter le corps de Côte-François, le redéposer dans sa baignoire et lui laver la tête. Mais pourquoi ont-ils lavé la tête de Côte-François? Que s'est-il passé? Pour comprendre pourquoi sa tête a été lavée, alors on doit comprendre le coup de téléphone de la police passé à Michel Pleiber. Un coup de téléphone est passé. Michel, tu es là. Écoute, Claude a eu un accident dans son appartement. On se demande s'il n'y a pas eu une bagarre. Si Claude n'a pas été victime d'une bagarre, parce qu'il y a des coups et des blessures sur son corps. Peux-tu, Michel, passer et effectuer un relevé capillaire de sa tête? Il y a un problème, il a une bosse sur la tête. Michel Pleiber, à l'époque, on doit comprendre, travaille au Quai d'Orsay et s'occupe de l'affaire Messrine. Mais il s'occupe aussi de tous les cambriolages de Paris, pratiquement tous. Il est le numéro 1. D'ailleurs, Michel Pleiber va avoir un hommage dans un film qui était passé dans les années 80, où on le voyait, c'était donc une sorte de sosie dans un film, où il participait à l'évacuation dans un cambriolage de gens. C'était un film qui lui rendait hommage. Ce jour-là, Michel Pleiber, le 11 mars 1978, se déplace. Quand il arrive, la police, secrètement, essaye de pas trop informer les témoins. Oui, bon, on parle qu'il a eu un accident dans sa baignoire. Nous, on est quand même un petit peu gênés. Il y a des coups, il y a des blessures sur son corps. Il y a un énorme hématome sur le bras, pardon. Un énorme hématome sur le bras.
hein, et pas un hématome sur l'hématome. C'est bien parce que dans le direct, puisque je suis en streaming, ça veut dire une prise directe, je peux faire quelques lapsus, et je m'excuse. Oui, c'est ce qu'il explique, hein, le policier chargé de l'enquête, qui lui finalement hésite à donner sa version. Oui, les policiers sur place, en réalité, l'histoire de l'accident, ça passe pas très bien. Ça passe pas très bien, même ça passe très mal. Au point quand même que la police se pose des questions. Il y a des coups et des blessures sur le corps de Claude François. Il y avait des coups, il y avait des blessures. Il y avait une bosse sur la tête. Il y avait un énorme hématome avec une règle appliquée sur l'hématome, c'est-à-dire une trace donc sur l'hématome assez étrange. Les policiers pensent que peut-être il a pris un coup de barre de fer, donc un coup sur la tête suivi d'un violent coup dans l'épaule, c'est-à-dire d'un objet métallique, une barre donc qui serait une barre de fer, comme par exemple un barreau d'une fenêtre de prison, vous voyez, présente à peu près la même structure. Cette barre de fer aurait pu frapper violemment le chanteur sur l'épaule. La police pense au départ qu'il n'y a pas vraiment eu d'accident. Ils suspectent, c'est un peu normal, les policiers sont comme ça. Ah bah oui, les policiers sont tous comme ça. Vous avez l'air étonné, hein, étonné que la police n'ait pas cru à un accident. Ah mais non, ils n'ont pas cru du tout à l'accident. Non, parce qu'ils vont quand même téléphoner à Michel Pleiber, et c'est eux qui les appellent. Eh oui, ils n'ont pas vraiment cru à cette histoire d'accident, les policiers. Quand les policiers arrivent, essayons de bien comprendre en profondeur cette histoire, les policiers découvrent que Claude François a des coups et des blessures sur le corps. Vous allez me dire les coups, ok, mais la blessure, là, on ne comprend pas. Patientez, on n'est pas à la fin de ce streaming. Les coups, c'est la bosse sur la tête. Les blessures, c'est quelque chose sur la tête dont on va parler ensuite. Et enfin, un énorme hématome. Cet hématome présente un petit problème inhabituel. La police n'avait jamais vu ce genre d'hématome. Un hématome qu'ils n'avaient jamais vu. C'est pour ça qu'ils ont appelé Michel Pleiber, parce qu'ils n'avaient jamais vu ce genre d'hématome. Claude présente un hématome assez grave, un énorme hématome, donc c'est-à-dire des caillots de sang, pour que les gens comprennent, des caillots de sang qui se sont amassés au niveau de l'épaule. Il y a des caillots de sang, puisqu'un hématome peut provoquer des caillots de sang, et un coup transversal parfaitement rectiligne. La police pense que Claude a été victime d'une agression à son domicile, qu'il s'est battu à l'intérieur de son domicile et qu'une barre de fer ou quelque chose de métallique ou autre l'a frappé. Pas une batte de baseball, parce qu'une batte de baseball, si c'était une batte de baseball, aurait arrondi l'hématome. Non, non, c'est on va dire, un trait transversal très très bien établi, plutôt d'une barre de fer. La police pense que les témoins ont caché une dispute dans l'appartement. Je vais essayer bien l'articuler et pas me reprendre tous les 2 secondes dans ce streaming, et que cette dispute a entraîné une violente bagarre. Le chanteur aurait pu se battre avec quelqu'un dans son appartement, prendre un violent coup sur la tête, puis cette personne, avec sa haine, aurait frappé avec une barre de fer son épaule, violemment, provoquant un signe transversal inhabituel, jamais vu d'ailleurs par la police. La police, qui ne désire pas partir uniquement sur une enquête d'accident, prend son téléphone. La police appelle Michel Pleiber. Peux-tu passer Bon, Michel était gêné parce qu'il était sur un cambriolage. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voilà, on a Claude François, il y a un accident dans son domicile. En tout cas, c'est ce que nous disent les témoins. Il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu peux passer. Donc Michel Pleiber passe. Quand il arrive, en effet, il constate certaines choses qui ne vont pas. Il le dit, il y avait un coup transversal sur l'hématome de Claude François, hein, ce genre de coup qu'il n'avait pas vu, c'était inhabituel. Il en a déduit que peut-être ce coup était simplement une chute que Claude aurait pu faire en montant sur sa salle de bain, et en montant sur le rebord de sa salle de bain, il serait tombé en arrière et aurait frappé violemment le rebord de sa salle de bain. Toutefois, malgré tout, si vous voulez, le coup était terriblement transversal. C'est-à-dire que même dans une reconstitution, certains experts pourraient mettre en doute qu'une chute dans une salle de bain aurait provoqué ce genre d'impact. On pourrait
y mettre un sérieux doute parce que les salles de bain ont un rebord arrondi également comme une batte de baseball. Mais c'est vrai que le rebord qui est sur l'extérieur est un peu moins arrondi et pourrait présenter, c'est vrai, on doit le dire, et ne répétant pas trop le mot c'est vrai, un coup transversal. Michel Pleiber explique donc à la police qu'il pense que c'est un coup transversal qui est lié simplement à une chute. Claude a heurté le rebord de sa salle de bain, ça s'explique. Mais la police a besoin d'un complément d'information sur une blessure. Ce qui a été caché dans la mort de Claude François dans la presse, et que je vous révèle, et que Michel Pleiber savait, le numéro 1 donc des enquêtes Mesrine, c'est qu'en réalité, la police avait découvert sur sa tête une blessure. Claude François avait, que les gens comprennent, une ouverture dans la tête d'environ 3 cm, ce qui avait donc provoqué une hémorragie, ou un début d'hémorragie. Voilà, vous commencez à comprendre. Oui, Claude a été victime d'un début d'hémorragie. Il a pris un coup sur la tête qui a ouvert sa tête sur 3 cm et en réalité, ils ont découvert, la police, qu'il y avait du sang, certaines traces de sang dans sa salle de bain, à l'extérieur de sa salle de bain et des traces de sang dans sa chambre. Il y avait du sang. Et pourtant, Kathleen, on sait, a fait le nettoyage de l'appartement et avait tenté de cacher à la police ces traces de sang. Elle avait entièrement nettoyé la cuisine, Kathleen. Elle avait passé du temps à nettoyer la cuisine. Et les policiers s'étaient rendus compte que les lieux avaient été nettoyés. Mais si les lieux ont été nettoyés, il restait des traces de sang. Car Claude avait une ouverture de 3 cm et avait perdu beaucoup de sang. Et malgré que Kathleen ait nettoyé la cuisine, il avait perdu beaucoup de sang. On peut donc penser que s'il a, excusez-moi d'être méchante langue, on peut donc penser par déduction que si Kathleen a nettoyé la cuisine, que l'accident a peut-être eu lieu dans la cuisine. Enfin, en tous les cas, il y avait du sang dans la cuisine pour que ça soit nettoyé. Me comprenez-vous? Ainsi, Claude était peut-être dans la cuisine, comme Marie-Thérèse l'explique, à lui donner un plateau, et en fait, il est possible qu'il y ait eu une dispute dans la cuisine avec quelqu'un. Claude aurait pu recevoir un violent coup sur la tête qui a déclenché une ouverture de 3 cm et un début d'hémorragie. Ainsi, il aurait perdu du sang dans la cuisine, ce qui explique que Kathleen a nettoyé la cuisine. Nickel. Oui, nickel, la cuisine était impeccable. S'il y avait du sang, on n'a rien trouvé. Mais il y avait quand même du sang ailleurs. Et dans la baignoire, et à l'extérieur, et dans sa chambre. C'est la raison pour laquelle la police avait appelé Michel Pleiber, numéro 1 du crime en France. Lui expliquera, c'est un peu naïf de sa part, et surtout, c'est pas vrai, mais il expliquera dans un grand quotidien de Paris, il dira « J'étais là par hasard », moi je vous le dis avec l'accent canadien, hein. Je suis Michel Pleiber, je suis là par hasard, hein. C'est pas si vrai qu'il était là par hasard. Et je vous le dis avec l'accent du Canada, c'est pas si vrai parce qu'en réalité, il n'est pas du tout là par hasard, le numéro 1 du crime en France qui s'occupe de tous les dossiers sensibles. Et non, il n'est pas là par hasard. Non, non, il a été appelé par la police dans l'appartement. Il n'y a aucun hasard. Il n'est pas venu de son plein gré par hasard. Il a reçu un appel. Et on lui a demandé de venir. Car en réalité, la police ne l'a pas vraiment fait venir pour l'hématome qui a été découvert et l'étrange marque transversale qui pourrait être une barre de fer, donc une dispute dans l'appartement, qui aurait pu commencer dans la cuisine en réalité, où Claude aurait perdu du sang et cette cuisine aurait été nettoyée. Les enquêteurs pensent que Michel Pleiber devrait faire un relevé capillaire. Vous allez me dire, Marc, on sent que tu vas dire quelque chose, mais là, nous, on ne comprend pas c'est quoi un relevé capillaire qu'a demandé la police à Michel Pleiber. Michel Pleiber, au Quai d'Orsay, est surtout spécialiste du relevé capillaire et des empreintes digitales. On doit comprendre que cet homme est capable de trouver des corps complètement désintégrés, où on n'aurait qu'une seule empreinte pour identifier une personne. Mais aussi, il est spécialiste des empreintes capillaires, des relevés capillaires. Vous allez me dire, oui, mais on ne comprend toujours pas, c'est quoi un relevé capillaire? Parce que c'est ça qui intéresse le public. Un relevé capillaire, pour être plus clair, est surtout quelque chose qui est fait par un homme qui a un peu d'expérience. Et donc un homme qui travaille sur le dossier Mesrine, évidemment, et qui a fait presque tous les dossiers criminels de Paris, connaît bien le relevé capillaire.
Un relevé capillaire permet de savoir la bosse sur la tête et l'ouverture. Comment a-t-elle été provoquée? Est-ce par un objet métallique, un objet en verre coupant? Par exemple, Claude aurait pu prendre une bouteille sur la tête ou un verre qui s'est coupé, cassé. Kathleen aurait pu nettoyer, jeter à la poubelle une bouteille, un verre, puis nettoyer toute la salle de bain. Bref, cette salle de bain a été nettoyée et c'est bien ennuyeux qu'elle ait fait tout le ménage. Parce que Claude a été victime d'un début d'hémorragie. Et c'est bien le problème, c'est que cette hémorragie peut être causée par une chute. En effet, une chute dans une baignoire, mais si c'est vrai, pourquoi nettoyer les lieux? Pourquoi cacher aux enquêteurs qu'il y avait du sang dans la cuisine? Et ça a été caché, qu'il y avait du sang. Ainsi, on comprend mieux que Kathleen a nettoyé les lieux. La police explique à Michel Pleiber de faire un relevé capillaire. Ça veut dire quoi? Maintenant, vous avez envie de comprendre. Un relevé capillaire, je vous explique ce que c'est. C'est une sorte de datation comme un carbone 14. Oui, c'est pas aussi précis que le carbone 14, pas du tout. C'est pas aussi précis parce que on peut frauder un relevé capillaire et je vais tout vous expliquer. Tout d'abord, un relevé capillaire est fait généralement par un homme qui a quand même de l'expérience, on va même dire un expert. Cet homme va évaluer la coagulation du sang sur la tête de Claude François et évaluer à partir de quel moment il a fait sa chute dans sa salle de bain. C'est-à-dire que le relevé capillaire peut établir d'une façon formelle à 2 ou 3 heures près si Claude était dans son bain à telle heure, si c'est une chute dans une salle de bain ou si le sang a coagulé et qu'en réalité il a pris un coup sur sa tête il y a 5 heures ou même dans la nuit. La coagulation du sang, la cicatrisation de la tête, permet d'établir d'une façon formelle si cet homme a pris ce coup sur la tête il y a 10 heures, ou comme les témoins, je vous dis que l'accent canadien nous explique que Claude a pris un coup sur la tête il y a 10 minutes. Comprenez-vous? Et je ne le ferai pas 3 fois avec l'accent du Canada. Mais c'est exactement ça le problème. Le problème est que si on demande à Michel Pleiber un relevé capillaire, c'est bien parce que la police n'est pas certain que la marque de blessure qui est sur sa tête provient d'une chute. Et si elle provient d'une chute, on doit la dater, une sorte de carbone 14. Ainsi, l'empreinte, le relevé capillaire qui est fait sur sa tête, permet d'établir une sorte de carbone 14. C'est à peu près la même chose, mais c'est quand même plus complexe. Le carbone 14 est plus complexe. On sait que Claude a eu une hémorragie à la tête, ce qui confirme le violent coup qu'il a reçu derrière la tête, et aussi le coup de téléphone anonyme d'une fille d'environ 15 ans qui explique Claude François donc a eu une chute dans sa salle de bain, c'est pas très grave, ne venez pas. Et elle est un témoin inconnu dans l'affaire. La sœur de Claude François dira qu'elle a parlé à cette personne, c'est pas Marie-Thérèse et c'est pas Kathleen, c'est encore une autre personne. Le problème est que cette personne se manifeste en premier dans la mort de Claude. La première personne à prendre le téléphone, c'est cet inconnu, c'est pas du tout Marie-Thérèse. La police a besoin de comprendre pourquoi il y avait des traces de sang un peu étranges, surtout une cuisine bien propre, où la police quand même s'est dit, bon, pourquoi ont-ils nettoyé cette cuisine impeccablement? Y a-t-il eu une bagarre dans la cuisine? Et a-t-il eu une hémorragie dans la cuisine? Ainsi, il aurait pu tomber dans la cuisine suite à un violent coup derrière sa tête. Et en tombant, cela aurait ouvert sa tête et déclenché une hémorragie dans la cuisine. Pourquoi les policiers pensent qu'il y a eu une bagarre dans la cuisine? Parce que la cuisine est propre. C'est l'erreur de Kathleen d'avoir nettoyé cette cuisine. Ça a automatiquement fait penser à la police que si elle a nettoyé la cuisine, c'est là qu'a eu lieu la bagarre. C'est là qu'il a eu son hémorragie. C'est là où la chute a réellement eu lieu et pas dans une salle de bain. Vous me direz, bon, on a compris. Mais pourquoi avait-il la tête trempée? Nous sommes à la fin de cette émission qui durait environ 45 minutes et on répond à ce mystère qui est très important. Et je m'adresse à Sylvie Mathurin.
Quand tu arrives sur place, Sylvie, tu constates que ton patron a la tête trempée. Et évidemment, il n'aurait jamais fait pour rien au monde un shampoing liquide, puisqu'il t'avait dit de préparer son shampoing à sec. Et puis d'ailleurs, il n'était pas question d'en faire, même lundi, puisque lundi un rendez-vous a été pris pour faire encore un shampoing à sec. Non, non. Ce qui s'est passé, c'est que Claude, donc, a été victime d'une chute, ou d'une bagarre dans son appartement, ou d'un coup sur sa tête provoqué par quelqu'un. Moi, je vais parler dans tous les sens du terme, c'est plus intelligent. Ce coup a déclenché une ouverture dans son crâne et un début d'hémorragie. Quand l'hémorragie s'est déclenchée, ça a trempé de sang toute sa tête. Oui, l'arrière de sa tête était trempé de sang à cause de l'hémorragie. Il y avait du sang derrière sa tête. Quand les témoins sur place, ça peut être Marie-Thérèse ou cette fille de 15 ans, a découvert qu'il y avait plein de sang derrière sa tête et que la police allait arriver, ils ont voulu nettoyer sa tête. Et pour retirer le sang, ils ont redéplacé le corps de Claude-François dans sa baignoire pour shampouiner sa tête et tout laver sa tête et retirer tout le sang qu'il y avait derrière sa tête, car il a été victime d'un début d'hémorragie, puisqu'il y avait environ 3 cm d'ouverture. Voilà pourquoi il avait la tête trempée. Parce qu'ils ont pris la décision à un moment donné que tout ce sang paraîtrait étrange peut-être à la police, ou la police dirait c'est quoi tout ce sang? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était préférable de présenter Claude François le plus propre possible, qu'il n'y ait pas de sang. Ainsi, Kathleen a commencé à nettoyer toutes les traces de sang dans la cuisine, et ça peut être que ça. Mais ils n'ont pas réussi à nettoyer la salle de bain, bien qu'elle a été bien nettoyée, puisque les enquêteurs ont noté que cette salle de bain avait été nettoyée, mais il restait des traces de sang en réalité, qui n'avaient pas été nettoyées complètement, et dans la chambre, en traînant le corps ou en le portant, du goutte à goutte, du sang avait coulé dans sa chambre, et ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas vu. Ils n'ont pas vu ces gouttes de sang. C'est vrai qu'une goutte de sang, c'est très petit. Si ça tombe à un endroit qu'on n'a pas l'œil, avec l'affolement général, ils ne l'ont pas vu. Ainsi, en réalité, Claude a été victime d'un début d'hémorragie au niveau de sa tête à cause d'une ouverture hémorragique, et il a perdu du sang dans la cuisine, perdu du sang dans la salle de bain, dans sa baignoire, et en dehors, perdu du sang dans sa chambre. Alors qu'il avait la tête, on peut dire, pratiquement trempée de sang, puisqu'une ouverture de 3 cm va quand même énormément mouiller les cheveux, mais c'est pas de l'eau, c'est du sang. Et voyant ce sang, on ne sait pas qui a fait ça. Ça peut être le premier témoin qui a téléphoné à sa sœur. Claude a eu un violent coup, il s'est fracassé la tête sur la salle de bain. Donc cette personne a vu du sang, a paniqué, et donc a conduit Claude François de nouveau dans sa salle de bain, puisqu'il a été nettoyé dans sa salle de bain, ou alors ont utilisé une cuvette d'eau. En effet, peut-être que le corps est resté allongé, qu'ils ont été chercher une cuvette, ont placé la tête de Claude sur une cuvette, la tête, pendant que quelqu'un soulevait la tête, et ont commencé à lui faire un shampoing alors qu'il se trouvait dans sa chambre pour enlever tout le sang qui était derrière. Le but était d'enlever le sang. C'était ça le but. C'était que quand les flics arrivent, on ne trouve pas de sang. Voilà donc le mystère. Et je dis à Sylvie Mathurin, pourquoi Claude François, qui fait que des shampoings secs, s'est retrouvé la tête complètement trempée, juste avant que la police arrive, tout simplement parce que le choc avait produit une ouverture dans son crâne, signalée par la police, et dont Michel Pleiber devait faire un relevé capillaire, et que cette ouverture avait déclenché un début d'hémorragie, et qu'il avait du sang derrière sa tête. Seule solution pour les gens dans l'appartement, pour pas que la police, on ne sait pas dans quel sens d'ailleurs, regarde trop ce sang derrière la tête, il n'y avait qu'une solution, on devait laver sa tête. Et donc on a lavé sa tête. Je pense que l'option de la cuvette me paraît plus vraie que de reconduire un corps de Claude François dans sa baignoire, qui pèse quand même 58 kilos, Claude. Là, pour le faire, ils auraient eu besoin quand même d'un homme pour soulever le corps et le mettre dans la baignoire et lui laver la tête. Voilà, ça a répondu à la question. Sa tête a été entièrement lavée. C'était surtout pour laver le sang, et vous savez que le sang a des difficultés à partir et que de toute façon, un shampoing à sec n'aurait pas pu faire partir le sang. Le sang coagule, le sang colle les cheveux, c'est très difficile à laver. Pas d'autre solution que de lui laver la tête, il n'y en avait pas d'autre. Voilà, j'ai répondu à ce mystère.
Pourquoi un homme qui fait que des shampoings à sec s'est retrouvé une tête avec un shampoing liquide et bien propre et bien lavé? Elle était propre, elle était lavée, mais si le sang ne coulait plus, on voyait quand même qu'il avait pris un violent coup. Michel Plepper va alors donner, lui, son analyse. Le coup de l'hématome, ce coup transversal, selon lui, c'est plutôt le rebord de la baignoire, et la bosse, il a frappé l'arrière de la baignoire ou du sol. Ce que dit d'ailleurs le témoin de la mort de Claude, il explique au téléphone à sa sœur que Claude a frappé violemment. Le rebord, il a frappé, il a fracassé le rebord de sa salle de bain de l'arrière, c'est-à-dire de l'arrière. Donc il aurait fracassé le rebord de l'arrière, et visiblement, dans sa chute, il aurait aussi tapé un peu le rebord. Ça veut dire que il aurait effectué une chute, on va dire, qui n'était pas tout à fait droite, mais légèrement une chute droite, mais un peu en diagonale. Cette chute aurait en même temps tapé sa tête et frappé son épaule. Elle aurait donc touché deux impacts dans la salle de bain, l'impact complètement arrière et l'impact un peu sur le côté, à l'endroit où on sort de sa baignoire. Voilà l'explication que Michel Plepper pense. Mais alors, dans ce cas-là, si c'est vrai, on doit tenir compte d'une chose. C'est que Claude a monté à un moment donné sur le rebord de sa salle de bain, il est monté dessus pour finalement tomber. Parce qu'à hauteur de jambe, il ne pourrait pas avoir un hématome aussi gros. Si Claude était debout dans sa salle de bain, même s'il tombe, il ne pourrait pas avoir un hématome aussi énorme. Forcément, il a eu besoin à un moment donné de faire une chute où il était plus en hauteur. Mais à hauteur de ses jambes, non, il n'aurait pas eu un hématome aussi énorme. Et dans une reconstitution, on aurait pu prouver avec des professionnels qu'un homme ne peut pas avoir un tel hématome. Et c'est la conclusion de cette émission. Si sa chute provient de l'endroit où il se trouve, debout, dans sa baignoire.